vous signez ce livre extrêmement intéressant, Le pouvoir des mots, c'est chez First Édition. On va s'accrocher à l'actualité très immédiate. C'est ce qu'il vient de déclarer quand il dit, alors qu'il sent bien que l'Europe essaye de lui résister, il mettra à 100% ses menaces de nouveaux droits de douane à exécution si aucun accord n'est trouvé, et il menace encore plus. Vous décrivez à quel point, par exemple, une des techniques, c'est ce que vous dites, de ce que vous appelez le blast. On commence par une déflagration qui tétanise l'ennemi. Vous savez, pendant longtemps, quand on expliquait la guerre d'Ukraine, on expliquait que les Européens et les Russes ne se comprenaient pas, puisque les Russes sont pour l'escalade, pour la désescalade, les Européens sont pour la désescalade. Trump, il est pour l'escalade, c'est la structure même de son pouvoir, sa puissance, la manière dont il a tout appris grâce à son mentor Roy Cohn, un des grands avocats et tenants du macartisme, mais qui a fini une très belle carrière, recruté par son père d'abord et par lui ensuite. Et donc, Donald Trump, il décide qu'en fait, à 99%, il vous explique ça, à 99%, il fracasse, il frappe, il hurle, et les gens se couchent. Et à 1%, il y a ceux qui résistent, et alors il faut négocier. Mais au moins, il a gagné un temps invraisemblable dans l'épisode précédent. Il raconte ça depuis 1987. Vous décrivez en 1987, il achète à prix d'or, $100 000, je crois, une page dans le New York Times, je mets une copie de cette page, où il dit, voilà, en matière de politique étrangère, ce sont tous des lâches et des nuls. Si moi j'étais au pouvoir, alors je donnerais un coup de feu, je recréerais une colonne vertébrale, backbone, qui permettrait de rendre l'Amérique plus forte contre, à l'époque, le Japon. En 2000, il écrit un livre, The America We Deserve, l'Amérique que nous méritons, où il redit tout ce qu'il fait, et depuis 40 ans, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il y a transparence, pas d'hypocrisie, de la brutalité, de la violence, mais une totale cohérence. En fait, il y a deux Trump dans un seul. Et vous l'avez bien raconté l'autre jour, vous avez ce Trump prix Nobel de la paix un peu fanfaron et cabotin, et en même temps, le même qui dit « Ah oui, mais on va pas partir en guerre, on va pas occuper, on va pas faire les mêmes bêtises que ce qu'on fait d'habitude. » Eh bien, ces deux Trump sont toujours présents de manière structurelle et continue. Et le plus bel exemple, ça a été son discours aux Nations Unies. Vous avez les deux Trump en même temps, comme un espèce de millefeuille de Trump, avec un coup de très cohérent, très rationnel, et puis l'escalator, le système de lecture à distance, le prompteur, etc. Eh bien, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et nous, on est provoqué par Trump, donc on s'arrête à la provocation et on ne réfléchit pas à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la réalité rationnelle business de Trump. Au cœur de votre livre, il y a l'idée que les esprits simplistes croient qu'il dit n'importe quoi, qu'il est fou, qu'il est... Oui, il dit n'importe quoi quand il n'y a pas d'enjeu. Mais en réalité, il a une ligne très stricte. Totalement et cohérente. Par exemple, dans l'affaire du Groenland, il dit très bien, c'est un très vieux projet américain, qui date même de Truman. Oui, et 100 millions. Pas cher, en lingots d'or. Mais même avant Truman, je rappelle que les Américains ont découvert, entre guillemets, le Groenland, l'ont occupé aux 3/4, le reste étant suédois, un peu norvégien et un peu danois, puis l'ont rendu en gardant, en 1941 d'abord, en 1951 ensuite, un accord international que personne ne semble n'avoir lu, qui leur donne tout pouvoir militaire sur le Groenland. D'ailleurs, la première ministre danoise le rappelle dans la conférence qu'elle fait à Nuuk, en disant « Non mais vous pouvez déjà faire tout ce que vous voulez en matière militaire. Que voulez-vous de plus ?» Sauf que Trump, il veut plus que cela. Il veut le sous-sol et surtout, parce qu'il y a quand même un réchauffement climatique réel polaire, les routes qui sont en train de se créer et qui lui posent un problème stratégique majeur, c'est-à-dire la mise à nu de tout ce qui était jusque-là limité à une problématique entre lui, les Canadiens et les Russes, et qui offre un espace particulier chez les Chinois. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qui passe dans la tête de Trump, il faut revoir une série télévision. Borgen. Borgen était une série danoise qui racontait l'histoire d'une première ministre qui arrive au pouvoir un peu par hasard. C'est un peu le François Bayrou local. Mais dans la dernière saison de Borgen, elle fait face aux enjeux de la Chine voulant récupérer les mines, le sous-sol et tout ce qui est caché sous le Groenland. Et bien c'est exactement ça. Donald Trump a dû voir la série quelque part ou quelqu'un a dû lui en parler et ça a provoqué chez lui un effet habituel. Si c'est à la télé, c'est donc vrai. Si c'est vrai, c'est un enjeu. Si c'est un enjeu, j'ai deux adversaires, la Russie et la Chine. Pour la première fois, il dit que la Russie est un adversaire, pas seulement la Chine. Et donc, je vais récupérer ce territoire. Enfin, et c'est l'élément qui me paraît le plus important, nous devons cesser de voir les cartes
habituelle. Nous avons une vision des cartes horizontale. Alors affichons les cartes, parce que c'est les fini. cartes que vous aviez envie de montrer effectivement. Aujourd'hui, les cartes, elles sont hémisphériques. D'hémisphères. Qu'est-ce que ça veut dire que ces hémisphères? Eh bien, l'hémisphère chinois, je ne sais pas quelle carte vous avez, mais la première carte, elle date d'il y a une dizaine d'années. Les Chinois ont refait leur cartographie de manière verticale. On a une Chine au centre, le reste du monde autour, et eux, ce qui les concerne, c'est ce qui est dans la verticalité. La même carte existe désormais pour les États-Unis. Elle va de l'Alaska au Groenland, et tout ça, c'est à nous. Et puis, vous avez un espèce de territoire mou, neutre, indistinct, indifférent, bizarre. C'est nous. Et ça, c'est la Chine. Arrêtons-nous, attendez. Il faut être très pédagogique. Vous allez toujours très vite, Alain Boullard. Attendez. J'attendais l'arrivée de la carte. Vous savez, les Suisses, ça va très lentement. Voilà, il faut vraiment expliquer pas à pas. Alors, expliquez-nous pourquoi cette carte, c'est la vision chinoise. Eh bien, d'abord, la Chine est au centre, c'est l'élément structurel, et elle vous montre les enjeux chinois vus par les Chinois. Et vous notez que les pôles sont un élément essentiel du point de vue des Chinois. C'est donc un signal de leur propre intérêt. Quand vous allez chez un chef d'État et que vous regardez la carte qui est derrière lui, en général, il y a des morceaux qui ne sont pas exactement celles que dans votre livre de géographie. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est le Koweït vu par l'Irak, c'est la vision empire ottoman. L'empire. Comme nous sommes dans le retour des empires, la cartographie impériale est importante. Or, les Chinois, pendant très longtemps, avaient une carte comme nous les voyons, nous, horizontale. Quand ils sortent cette carte verticale, ils disent, voilà, nos nouveaux enjeux stratégiques, c'est cela. Et notre monde, eh bien, c'est celui que vous voyez, avec la Chine au milieu, et qui va de haut en bas et de bas en haut. En haut, notre ennemi, en bas, nos enjeux. Est-ce que c'est rassurant pour nous? Il y a ce mot de Paul Valéry qui dit, là, vu comme ça, l'Europe, c'est le petit cap du continent asiatique. On est le petit bout. Oui. C'est pas très rassurant. Non. Pourquoi ? Parce que si vous sortez les autres cartes que je vous ai envoyées, vous avez une carte orwellienne, celle de 1984, qui vous montre la manière dont les deux empires nous voient en réalité, nous. Voilà, celle-là. Alors là, vous avez l'empire américain, à gauche. Vous avez l'empire revisité. Alors là, maintenant, il faudrait le changer, la colorisation, puisque la Russie et la Chine, c'est désormais la même chose. Et au milieu, il vous restera cette espèce de truc bizarre, les endroits à prendre, l'Afrique, et l'Europe, qui est un marché mais pas une puissance, et dont on ne sait pas si elle est à supporter ou à piller. Avec évidemment la Grande-Bretagne, vous avez noté que sans illusion, elle était partie. Mais le Groenland, déjà en 1950, appartient à l'univers orwellien des États-Unis. Donc si nous réapprenons à apprendre à voir les cartes comme elles se pensent chez les dirigeants, et Donald Trump est très cohérent depuis toujours sur cette question, eh bien vous voyez le nouveau monde, et dans ce nouveau monde, nous n'avons pas encore trouvé notre place. Le culot de Trump, il y a une dimension de culot, l'absence de peur. Nos dirigeants ont peur souvent de tout. Ils ont peur de ce qu'il y aura sur Twitter, de ce que Le Monde dira demain, de ce que le Figaro demain. En réalité, tout ce qu'il fait est marqué au coin de l'audace la plus inouïe. Et la transparence. Pas d'hypocrisie, transparence totale, je dis ce que je pense ce que je dis, je le fais en direct, je convoque des journalistes, je leur dis des horreurs abominables, ça les choque, ça les traumatise, mais pendant ce temps-là, ils ne voient pas le fond des choses, car ils se limitent à l'emballage. L'emballage, c'est la bienséance, parler poliment, etc. Trump, il ne fait pas ça. Par contre, en privé, il peut être extrêmement aimable, agréable, en vous disant mais tout ça n'est pas très grave, etc. Vous dites même sophistiqué. Vous dites qu'il a un vocabulaire intérieur qui est beaucoup plus sophistiqué que le vocabulaire extérieur. D'ailleurs des textes de Trump pour montrer les deux Trump dans le texte. Et donc si vous regardez par exemple, j'espère que LCI dans les jours qui viennent pourra diffuser What's the Deal, un documentaire qui a plus de 30 ans. Vous nous passerez votre carte de crédit. Non, je pense qu'il est en libre accès déjà sur Internet, donc j'invite les internautes qui montrent le vrai Trump dans la vie. C'est un Trump très sophistiqué, très bon chic, bon genre, très les beaux quartiers de New York, et en même temps, il peut être une brute. Parce qu'il a compris qu'il y avait deux styles de langage, deux types de population, deux modes d'expression et surtout deux modes d'opération. L'un nourrissant l'autre. Ce n'est pas deux Trump, Janus et Hyde, c'est le même, mais il s'adapte à des problématiques qui sont liées à business, qu'est-ce que je gagne à la fin? Est-ce que de ce point de vue-là, c'est un empereur pour nous encore plus redoutable que ne l'était par exemple Bush fils? Bush fils est dans la brutalité totale, crime d'agression de l'Irak, il change tout, mais ça tourne mal. Lui, il dit, comme vous le disiez au Venezuela, je change la tête, mais ça devient un protectorat, je ne veux pas prendre trop de risques. Oui, exactement. Donc c'est plus sophistiqué que Bush, d'un certain point de vue, enfin que des faucons de l'époque, parce qu'on les appelait comme ça. Mais en même temps, il a beaucoup appris
des épisodes précédents. Et on comprend bien que, par exemple, il n'est pas allé en Iran parce que, d'abord, il n'y avait pas un bateau américain. Pour l'instant, ça peut arriver. Non, il y en a encore, ça attend 3-4 jours. Mais visiblement, on est passé à autre chose, déjà, dans sa tête à lui, parce que l'enjeu, c'est il n'y a rien à gagner. Il est en train de couper économiquement, financièrement, etc. Il se dit, je vais peut-être y arriver aussi par l'étouffement plutôt que par l'agression. L'agressivité, alors vous citez, c'est amusant, parce que ça reprend une partie de la série Netflix, quoi, je crois qu'il était fait chez lui, hein, où il dit les conseils de Cohn, qui était son conseiller New York, Roy Cohn, oui. ne jamais s'excuser ni admettre des erreurs. Ça, jamais. C'est comme dans les disputes de couple, il faut jamais reconnaître quoi que ce soit. Voilà. Ne jamais reconnaître sa défaite, toujours se présenter comme victorieux. Oui, toujours. Et ne jamais être victime de rien. Toujours, toujours et toujours. Et donc c'est exactement la manière dont il a... Mais sauf que ça fait 40 ans qu'il nous l'a écrit. Je dis souvent qu'on passe notre temps à ne jamais écouter, entendre et lire ce que disent les gens qui vont faire des choses. Eh bien là aussi, les Européens en général, les Français en particulier, n'ont absolument rien. Le seul qui a compris la politique impériale américaine s'appelle le général de Gaulle. Et sur Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un sujet qui pourrait s'appeler le Groenland, même si les enjeux ne sont pas les mêmes, mais surtout sur la lettre de 1958, quand il écrit à Eisenhower. Eisenhower, c'est pas rien. Et Macmillan, le Premier ministre britannique, en disant c'est assez simple, l'Alliance Atlantique, c'est soit vous vouliez des alliés, je suis là, soit vous vouliez des vassaux, je n'y suis pas. Et il est seul à dire ça. Toute l'Europe se couche. L'Europe s'est couchée il y a presque 70 ans, et elle n'arrive pas à se relever, parce qu'avec 70 ans de vassalité militaire, puis commerciale, puis financière avec le dollar, puis technologique, on se demande à quel moment elle va pouvoir se relever. Sauf grand coup de pied dans l'arrière-train, ce que Donald Trump fait avec délectation. Est-ce que nous faisons semblant de ne pas voir que nous sommes colonisés ? Obama nous a écoutés avec la NSA. Ce sont des milliers de contrats qui ont été comme ça, de façon déloyale, gagnés par les Américains à notre détriment. Et quand on en parle, y compris aux dirigeants européens, ils disent « Oui, tout le monde écoute tout le monde ». Ils essayent de relativiser, comme si on avait honte d'être à ce point dominé. Mais ce d'autant plus que le pivot atlantique, le pivot pacifique, pardon, quand Obama décide l'Europe, c'est fini, la question aujourd'hui, c'est la Chine, c'est Obama, démocrate, qui le décide. Quand Zbigniew Brzezinski réorganise la pensée stratégique américaine, notamment sur la question Ukraine-Russie, il est conseiller d'un président démocrate. Donc c'est pas une question démocrate-républicain, Trump méchant, démocrate gentil. Pas du tout, ils sont les mêmes. Trump le fait avec une transparence, une brutalité, une absence d'hypocrisie et de surmoi qui nous stupéfie totalement, parce que chaque fois on se dit ah non, il va pas le faire. Mais si, justement, c'est sa marque de fabrique. Non seulement il le dit, mais il le fait jusqu'au moment où il rencontre un point de résistance, le 1% qui résiste, où il se dit bon, va falloir quand même qu'on discute. Mais où est le 1%? En quoi ça permet d'éclairer ce qui est en train de se passer maintenant ? Regardons les images au Groenland. Les Danois sont là, il y a maintenant 2 frégates. On apprend que beaucoup d'autres soldats, enfin beaucoup d'autres, peut-être une centaine de soldats danois devraient arriver. On sera un peu plus tard dans l'émission avec la ministre Madame Ruffo. On sera en direct au Groenland et au Danemark, et à Moscou, et à Washington. Il se passe là quelque chose qui peut aller jusqu'où ? Selon vous, est-ce que là, une forme de tension, même si ce n'est pas un affrontement, il n'y a pas des fusillades, mais une espèce de face-à-face militaire est-il possible ? Oui, bien sûr, puisque c'est l'enjeu. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à Cuba. Tout le monde oublie, mais que nous avons déjà eu des épisodes qui ressemblent à ça. À Cuba, les Russes essayent de mettre des batteries de missiles supposément nucléaires. Le président Kennedy décide de ne pas lâcher et organise un blocus. Mais le blocus, ça s'est terminé à 50 mètres entre 2 bateaux, un russe qui devait traverser et un américain qui dit tu ne traverseras pas. C'est très intéressant là, ce que vous dites, parce que moi, je l'ai peu entendu jusqu'à présent, parce qu'on dit c'est où le grand affrontement ou rien. Non, il y a toutes sortes de gradations, dont un blocus. Dont un blocus, donc il peut y avoir toute une série d'éléments. Mais le traité de 1951, comme l'a rappelé Madame la Première ministre danoise, permet parfaitement aux États-Unis d'envoyer 15 000 hommes demain matin dans le cadre du traité de 1951 sans faire autre chose que ça. La grande interrogation, c'est pourquoi est-ce que Donald Trump a absolument besoin d'aller jusqu'à l'achat, l'intégration Et ça, c'est un mystère qui semble s'éclaircir avec la petite note qu'il a envoyée au Premier ministre norvégien et au Premier ministre finlandais, ou au président finlandais, en disant, en fait, c'est une représaille contre mon absence de prix Nobel. Mais on ne sait pas si c'est une blague ou sérieux, et probablement est-ce les deux en même temps.
Qu'est-ce qui se passe si demain, on va avoir les cartes, on va avoir les images, et ils sortent de leur base, ils ont une base là, Pitoufik, qui sont C'est pas une toute nombreux petite pour base, l'instant. 150. Petite base, voilà. Mais elle était immense avant. Vous savez que c'est un Français, un explorateur français, Jean Mallory, je recommande d'ailleurs la lecture d'Ultima Thule, un vieux livre, qui découvre soudainement la base avec son guide inuit. C'était l'ancien nom, Thule. Personne savait que cette base avait été là, et elle était immense, avec une base de bombardiers stratégiques extraordinairement importante. Il y avait des milliers de soldats américains, là il n'y en a plus que quelques dizaines, mais les Américains, sur la base du traité de 1951, peuvent parfaitement envoyer 100 000 hommes au Groenland. C'est légal. S'ils commencent à sortir de la base et ils vont dans Nuuk et ailleurs, ils plantent des drapeaux américains, ils nomment une sorte de procurateur, qu'est-ce qui se passe ? C'est la question qui se pose. D'abord parce que le Groenland n'est pas un territoire danois, mais un territoire autonome. Je rappelle que le Groenland a refusé 2 fois de rejoindre l'Union européenne. Alors c'est un statut bizarre. Le territoire n'est pas européen, mais les habitants le sont. Il n'y a que les Européens, il n'y a que Bruxelles qui peut inventer des trucs pareils. Et donc la question qui sera posée au gouvernement danois, c'est est-ce qu'il décide de résister, est-ce qu'il décide de composer, ou est-ce qu'il décide de se retirer ? Mais ceux qui seront en tête de cette opération sont les Danois, parce que ce n'est pas un territoire de l'Union. L'hésitation des Européens. Il y a l'Italien qui dit tout ça c'est une blague, c'est quelques soldats européens, il dit c'est une plaisanterie. Les Allemands sont encore très prudents. Je ne sais pas si on va voir les images. Ils sont repartis et ils ont utilisé un avion civil, une compagnie civile charter, apparemment, c'est ce que dit Bild, pour ne pas trop froisser les Américains. On veut les provoquer, mais quand même pas trop. Oui, ils sont dans l'état de dépendance et de vassalisation militaire, technologique, dans le renseignement, parfois économique. Et donc, personne ne veut aller à la confrontation, parce que quels sont les moyens de la confrontation ? Mais pardon, pourquoi être aussi peureux ? On se dit qu'il pourrait y avoir au moins, ne serait-ce que par populisme, quelques politiciens européens qui se disent, allez, c'est un bon filon, tout le monde en gros est contre les États-Unis dans cette affaire, il y a très peu de gens qui assument d'être pro-Trump dans cette affaire. Et puis dire, allez, c'est moi qui vais être le champion contre Trump, contre l'impérial. Non, il n'y en a aucun qui se mouille vraiment à ce point-là. Parce que les plus raisonnables sont très 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 raisonnables, qui va aller mourir pour Danzig, qui va aller mourir, le truc habituel. Et puis les ultranationalistes, ils sont très magas. Ouais. Donc ils sont ennuyés, mais ils vont pas rompre. D'abord parce qu'ils ont le souffle du pouvoir, on l'a vu au Portugal, les élections présidentielles en France donnent des projections qui sont quand même un peu... Mais même, pardon, on a l'impression qu'on est encore plus prudent qu'à l'époque, rappelez-vous, guerre d'Irak contre Bush, Chirac, Villepin, alors peut-être que c'était du panache sans effet, mais enfin au moins il y avait le panache. Non, c'était du panache. On a arrêté la production des hommes d'État, vous savez, il ne reste plus que des politiciens. Parce que le spectacle général de la politique est ainsi fait qu'on a du mal à en trouver un qui tient à peu près la route. On va dire, à part Jean-Luc Mélenchon, qui est le dernier grand tribun, quoi qu'on pense de ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., qui est le dernier grand tribun disponible, le reste est un peu pathétique. Mais pourquoi pas allez, convocation d'ambassadeur, on ne parle pas de déclarer la guerre. Convocation de l'ambassadeur pour dire, écoutez, cher ami, c'est inacceptable, vous voulez vous en prendre territoire de l'Union européenne, retrouvez vos esprits. On ne peut pas dire ça. Oui, associés à l'Union européenne. Mais ce sont des citoyens européens. Oui, vous comprenez bien que l'ambiguïté... Oui, d'accord, mais ce sont des citoyens, ils ont un passeport européen. Ça. Vous avez l'œil sur des gens qui ont un passeport européen, c'est inacceptable, retournez à votre ambassade, appelez votre président. Pourquoi personne n'ose dire ça ? D'abord parce qu'ils sont lâches et mous, mais peut-être certains le feront, c'est pas interdit. Il a déjà été convoqué, M. Kouchner, une fois. Pas pour ça. Non, mais pour un sujet, disons que sur l'antisémitisme, la France est en dessous de tout. Et voilà, mais par ailleurs, chacun sait que ça n'a aucun effet sur rien. La question, elle est par rapport à Donald Trump lui-même. Et vous voyez la manière dont il parle du président de la République, parfois sur les questions de taxes ou de prix des médicaments. Mais l'Union européenne a des tas d'armements, notamment économiques, qui ne sont pas militaires, certes, mais qui permettent d'eux. Le problème, c'est qu'ils n'osent pas. On va avoir une archive de Steven Miller, c'est intéressant parce qu'il est un des personnages centraux dans cette galaxie et alors il a 18 ans et c'est très intéressant parce qu'on voit à quel point ce sont des gens qui, alors c'est une droite très nationaliste, sans tabou, il parle de la torture et il dit à l'époque, c'est un jeune militant de 18 ans et il dit non mais la torture pourquoi pas, c'est bien. Mais ils sont tous comme ça. L'objectif de tout conflit militaire est de tuer le moins de personnes possible. Mais en ce qui concerne Saddam Hussein et ses acolytes, je pense que la solution idéale serait de leur couper les doigts. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les tuer. Nous ne sommes pas un peuple barbare, nous respectons la vie. La torture est donc la solution à adopter, car la torture permet aux gens de vivre. La torture est une célébration de la vie et de la dignité humaine.
Nous devons nous en souvenir alors que nous entrons dans cette période très sombre et dangereuse. J'espère seulement que beaucoup de mes pairs et les personnes qui dirigeront ce pays apprécieront la valeur et le respect que la torture témoigne aux autres cultures. Alain Bauer, on dit à cette expression, ils pensent out of the box. C'est vraiment out of the box. Ils n'ont rien à faire de tout ce qui sont nos convenances européennes pas de convenance, convenables. Mais on ne peut pas leur reprocher de mentir, on ne peut pas leur reprocher de se cacher, on ne peut pas leur reprocher d'hypocrisie, et c'est ça qui fait leur succès. Et nous, on est direct, on change d'avis, c'est en direct à la télé, je sais pas, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et comme c'est une télé-réalité permanente, parce que nous voyons ici quelques conférences de presse de la Maison-Blanche. Moi, je reviens de 15 jours, un peu plus de 15 jours aux États-Unis. Fox News, c'est une conférence de presse permanente de Donald Trump. Dans l'avion, en voiture, au golf, à la Maison-Blanche, n'importe où, il meuble. Il occupe le terrain et il vous dit en direct, il est avec des journalistes du New York Times, un immense entretien, des milliers de mots. Il a un chef d'État qui vient d'insulter sauvagement au téléphone. Il laisse les journalistes. Il dit, bon, vous répétez rien, mais vous allez comprendre ce que je lui dis. Et devant les journalistes, il a une réunion d'État à État pour montrer comment il dit en privé ce qu'il pense en public. Alors, il le dit plus poliment, parce qu'il y a aussi cet autre Trump, mais le fond ne change pas. L'emballage change, pas le contenu. Est-ce qu'on entre dans une autre époque historique ? À Washington, quand tous étaient là face à lui, face à son bureau, on n'avait jamais vu ça. On n'aurait pas imaginé les dirigeants européens, ils y sont tous allés. Les Suisses ont été très bien. Ah, les Suisses ont été malins dans cette histoire. Ils lui ont emmené des cadeaux, mais pas seulement. Cette espèce de directoire du monde qu'il est en train de vouloir créer, où il y aurait un ticket d'accès d'1 milliard en espèces, en cash. Il faut verser, mettre 1 milliard sur la table. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les membres fondateurs. Et regardez la carte des membres fondateurs. Par exemple, il appelle le Brésil. Le Brésil qui est le seul pays qui a vraiment résisté à Trump jusqu'à présent, sur à peu près tous les sujets. Mais il n'y a pas le Mexique, par exemple. Mais ensuite, il invite des gens, certains qui disent « oui, j'arrive », d'autres qui disent « je réserve ma réponse ou on verra plus tard ». Et en fait, il fait un choix extrêmement stratégique. Le roi du Maroc, je vois, a répondu « j'y vais, moi je viens, je suis prêt à venir ». Voilà. Et vous voyez, regardez la cartographie, elle est extrêmement impressionnante. Elle est le seul pays qui résiste vraiment à Trump, c'est le Brésil. Le Mexique un peu, mais on sent que c'est compliqué. Et puis, vous avez les pays, y compris Vladimir Poutine. Parce qu'il faut bien comprendre, Trump parle le Poutine dans le texte. Poutine parle le Trump dans le texte. Nous ne comprenons ni l'un ni l'autre. Est-ce que nous risquons de devenir, nous, l'exception ? On voyait tout à l'heure la carte de l'Europe. En réalité, tous ceux qui nous entourent sont agressifs, comme Trump. Ils ont des projets de conquête territoriale. Nous pensons en Europe de l'Ouest que c'est fini, ce temps-là est révoqué. On apprenait aux élèves dans les écoles depuis des années que c'est fini, que c'est un truc ringard d'avoir. Mais c'est ce que j'avais raconté dans Comment a été la guerre, les 10 ans où nous avons cru que la guerre avait disparu. Mais c'était une intoxication collective, une sorte de fantasmagorie, où tout le monde s'aimait, les bisounours parcouraient la campagne, nous n'avions plus que des amis. Tout ça n'existe pas. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Lord Palmerston, ça n'a pas changé. Général de Gaulle s'en servait souvent. Eh bien, c'est donc la découverte de la réalité. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes ou sur des alliances structurelles que nous n'avons pas construites. Général de Gaulle, 1958. Des alliés, oui, des vassaux, non. Nous ne sommes que des vassaux. Il y a même eu un papier il y a quelques jours d'Arnaud Montebourg et de Thierry Breton, qui vient souvent chez vous, sur le thème « Nous sommes des vassaux technologiques ». Ben, c'est vrai. Est-ce que nous vivons une forme de dissonance, le mot est à la mode, de compréhension ? Je voyais les statistiques de l'édition. Napoléon, ça reste un des mots qui fait le plus vent. Napoléon, c'est une sorte de conquête. Bien sûr. On est fasciné par les conquêtes, mais on considère, nous, que c'est fini, que nous ne pouvons plus penser comme ça. Nous passons notre temps à nous excuser des conquêtes précédentes, comme s'il n'y en avait pas eu avant. Nous considérons que ce qui a été la colonisation, qui fut un drame, il n'y avait pas eu l'esclavage avant. En fait, nous nous sommes limités à un moment spatio-temporel où nous sommes responsables de tout. Et donc, nous nous sommes arrêtés, nous passons notre temps à nous excuser. Il faut s'excuser. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites en tant qu'Occidentaux qui sont intolérables et inacceptables et au vu d'aujourd'hui qui méritent des excuses et des réparations. Mais du coup, ça nous a arrêtés de manière totale. J'entends tous les gens qui se félicitent et qui sont fascinés par le fait que nous ayons un budget. C'est une très bonne nouvelle et il faut saluer l'habileté du Premier ministre. Mais enfin, quel budget ?
Est-ce que Trump peut réussir? On regardait tout à l'heure le S&P 500, hein, les 500 valeurs américaines à la bourse. Elle se porte bien. Tant de commentateurs ont dit, vous allez voir, ça va s'écrouler. Alors on voit, il y a un petit creux au moment de l'annonce des droits de douane, mais enfin, quand même, c'est très positif. Un de nos chefs d'édition, il me disait, là, il a gagné, je sais pas quoi, quelques milliers d'euros. Il a surtout pas écouté les commentateurs, y compris Maison, qui disaient, vous allez voir, ça va s'écrouler. Non, il était plus malin que ça. Il a fait selon son esprit. Et là, il a gagné de l'argent. Comment expliquer ça? Ah mais le pire, c'est pas ça, c'est les crypto-monnaies. Le pire ou le meilleur? Enfin, pour moi, le pire, parce que je pense que c'est un Ponzi gigantesque, mais c'est un point de vue personnel. Mais vous regardez les crypto-monnaies, c'est pareil. Non, Donald Trump, qu'est-ce qui peut empêcher Donald Trump de gagner? En fait, c'est l'inverse. Eh bien, vous cherchez, vous regardez, vous imaginez, à part une vraie puissance comme l'Inde, une vraie alliance où nous pourrions véritablement devenir une unité de puissance et pas seulement un gigantesque marché, rien. Et donc la question, c'est à quel moment est-ce qu'on se rabiboche avec l'Inde? À quel moment on dit, ah bah si vous n'êtes pas d'accord, on comprend bien la posture américaine, mais on peut aussi écouter les autres. À quel moment on refait de la diplomatie et de la vraie diplomatie? Mais pour ça, il faut des vrais diplomates. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de créer une nouvelle génération de gens qui ne sont pas là pour faire du trading, mais de la diplomatie. Ce n'est pas le même métier. La France a-t-elle une voix singulière? Le président de la République, il faut lui rendre ce crédit. Hein, essaie. Alors lui, on ne dépend pas, on n'a pas de F-35, on a les Rafales, etc. Ouais. Tout ça crée une vraie différence. C'est vrai. Indiscutablement. Et d'ailleurs, il fait l'effort, d'abord parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Hein, tous les autres sont dépendants. Massivement dépendants, même les Danois qui ont acheté des F-35, les Belges qui ont acheté des F-35, bon, les Italiens et les autres sont des alliés naturels de la posture de Donald Trump. Ils n'aiment pas ils n'aiment pas ce qui se passe. C'est d'ailleurs une des difficultés, y compris à l'intérieur du mouvement MAGA aux États-Unis, il y a un désaccord très puissant par rapport à l'affaire du Groenland, etc. Mais en même temps, ils n'étaient pas contents du tout de ce qui se passait au Venezuela. Maintenant, ils trouvent ça très très bien. Vous voyez, ces processus sont très temporels, très diffus. Si on demandait à votre invité tout à l'heure, M. Dabi, de faire sondage jour par jour, eh bien, vous verriez des mouvements d'une puissance et d'une rapidité considérables par rapport aux évolutions. Parce qu'il y a aussi un retour de fierté nationale aux États-Unis, que la France essaye de retrouver, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais alors que, comme le disait le général de Villiers, qu'elle a désarmé pendant 30 ans, on ne réarme pas pendant 3 semaines. Les Allemands jouent un rôle très important dans toute cette histoire. On parlait tout à l'heure de leur relative prudence. Il y a beaucoup de voix allemandes, alors à la fois à l'AfD, mais aussi chez les chrétiens démocrates qui sont au sein de la coalition et même qui la dirigent avec le chancelier Merz, qui disent c'est le patron de la majorité des chrétiens démocrates. Nous devrions débattre d'un parapluie nucléaire européen indépendant et cela ne fonctionnera, dit-il, qu'avec un leadership allemand. Est-ce que les Allemands veulent la bombe? Ah ben bien sûr. Ils rêvent du grand retour de la bombe depuis le moment où ils ont compris que le commerce c'était bien et la bombe c'était mieux. En tout cas, ça allait, l'un avec l'autre, ça allait mieux. Donc, ils ont toujours eu ce rêve particulier. Alors, il y a eu une version Mitterrand avec l'ancien chancelier Kohl, qui était une version plus la couverture d'eux. Le général de Gaulle lui-même disait que la couverture de la dissuasion nucléaire pouvait aller jusqu'à l'Allemagne. Et c'était une des raisons pour lesquelles le président Mitterrand avait supprimé les missiles Hadès et Pluton, parce qu'ils tombaient que chez les Allemands, même si c'était pour arrêter une invasion de chars russes à l'époque. Donc, bien sûr, c'est un rêve, comme d'ailleurs la plupart des grands États aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et quelques autres veulent tous la bombe. Les Ukrainiens se mordent les doigts d'avoir rendu leurs 3400 têtes nucléaires contre une promesse sans contenu qui leur avait été faite par les Russes, qui l'ont menti, mais par les Américains et les Anglais qui l'ont oublié. Voyez-vous le scénario catastrophe où Trump réussirait à casser l'Union européenne? Pas l'Europe, il aime l'Europe, hein, mais il n'aime pas l'Union européenne. Bien sûr, d'ailleurs il a réussi. Dans la réalité de la composition de l'Union européenne, on voit bien que les majorités sont de plus en plus compliquées. Pour la première fois, la France a perdu un match essentiel sur la question agricole, qui est le cœur du moteur européen vu par l'Union, pas seulement le comité. Ça a été un cap, ça. Oui. C'est un cap. L'exécution publique de Thierry Breton de la Commission européenne en a été un autre. Les deux cas, nous avons choisi la désescalade, la gentillesse, la prudence. C'est un signe de faiblesse, vu par les autres. C'est peut-être extraordinairement sophistiqué, très intelligent, mais en fait pas du tout. Le problème, c'est que nous sommes faibles.
Alors nous sommes les moins faibles de tous, mais on est loin d'être les plus forts. En réalité, est-ce que l'Europe est en train de mourir? L'Europe, pas la civilisation ou la culture, non, mais la structure de l'Union européenne. Quand on voit, par exemple, qu'ils reviennent sur la question des frontières, que, comme vous le dites, les majorités sont en train de se faire de manière chaotique. Non, l'Europe est en train de mourir. D'abord, démographiquement, elle est en train de mourir sur pied. Nous aussi, alors que nous étions les champions de la natalité et de la fécondité, il ne faut pas oublier, cette question est centrale. Elle est en train de mourir parce que l'IA, un certain nombre d'événements vont totalement bouleverser les réalités industrielles. Or, l'industrie, c'est le cœur de la puissance. Et enfin, parce qu'au niveau militaire, nous sommes en train de nous reconstruire avec une immense difficulté, une bureaucratie invraisemblable. Le général de Villiers peut vous en faire des tonnes sur la question, mais le général Burkhardt aussi, quand il aura pris un peu plus de distance peut-être et qu'il pourra un peu mieux raconter les choses, la difficulté, c'est que nous sommes en train de mourir, point. Je recommande très vivement votre livre, et c'est pas une formule, Alain Bauer, parce qu'on comprend à quel point, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la question n'est pas là. Trump est un artiste des mots. Il sait utiliser parfois de façon complètement baroque et parfois de manière extrêmement pesée. Mais même quand c'est baroque, ça a une ligne, ça a une cohérence, ça a une logique. Et donc j'explique ça parce que 87 aujourd'hui, donc 40 ans, 18 000 tweets. Donc il a fallu se les prendre, voir la manière dont il traite les choses. Et surtout, il y a un décryptage au-delà de la lecture. Moi, je suis pour que les gens se fassent leur propre opinion et pas qu'ils écoutent la mienne. Et puis, à la fin, je donne quelques exemples pour voir comment on a du Trump très posé, du Trump n'importe quoi et du Trump mixte. Exemple. Le discours de l'ONU. Donnez-nous un exemple. Parce que je répète, c'est une sorte de lexique. Il y a tous les... Un exemple. Vous avez le magnifique Covfefe. Oui. C-O-V-F-E-F-E. Tout le monde s'est dit, c'est un message secret de Trump. En fait, il s'est juste trompé avec les touches, mais comme il a compris qu'il s'était trompé, en fait, il ne s'est pas trompé. Il explique qu'il y a un sens caché et qu'en fait, il faut aller trouver le sens. C'est un truc de gamin. Mais en même temps, tous les Américains se demandent ce qu'est le Covfefe. C'est votre livre, Trump, le pouvoir des mots, décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. C'est chez First Edition. Merci beaucoup, Alain Bauer.